Donc je remercie bien entendu Didier, Anne-Marie et toute l'équipe d'Horizon pour m'avoir invité aujourd'hui. Et j'aimerais également remercier Bernard Gols et Jean-Marie Bataille, pardon. C'est vrai que c'est très intéressant également d'entendre d'autres conférenciers sur cette question des émotions. Et pour commencer ma présentation, en fait, j'aimerais aussi exprimer l'émotion de la conférencière. Donc, un peu de stress, mais aussi beaucoup de joie et beaucoup de plaisir, en fait, d'être aussi ici aujourd'hui avec vous, de partager un peu de mes travaux, de ma réflexion et de réfléchir avec vous. Et donc, merci pour ça. Donc, je vais commencer, en fait, ma présentation. Ah, d'accord. Par me présenter un petit peu, notamment par rapport à mon parcours professionnel et de recherche. Je pense qu'il peut être aussi intéressant pour vous, pour tout à l'heure, pour la phase des questions, et puis aussi pour marquer en fait la spécificité de mon approche et qui est différente de celle qu'on vient d'entendre. Donc moi, je suis professeure des écoles depuis 13 ans maintenant. Donc j'ai enseigné à tous les niveaux de l'école primaire et dans des contextes variés. Et puis, au bout de 7 années, alors je ne sais pas si les 7 ans, comme dans le couple, ont une importance ici, mais en tout cas, au bout de 7 ans en fait, d'enseignement à l'école primaire, j'ai eu besoin de réfléchir dans un cadre plus scientifique, plus universitaire, et donc j'ai fait un Master 2, formateur d'enseignants, à l'époque, parce qu'en plus on m'avait proposé de faire de la formation d'enseignants, d'accueillir des stagiaires dans ma classe, et je ne me sentais pas du tout prête et formée, et donc j'ai fait un master d'enseignant, et mon mémoire portait donc sur la socialisation professionnelle des professeurs des écoles issues de l'immigration. Donc je voulais, à travers ce prisme, en fait, m'intéresser à comment on devient enseignant, comment on se socialise à ce métier. Et puis, donc j'ai eu tout de suite beaucoup de plaisir à faire de la recherche, et j'ai décidé de poursuivre cette aventure de la recherche avec une thèse de doctorat, donc en sciences de l'éducation, que j'ai soutenue très récemment, donc le 30 novembre 2018, et qui porte, elle, sur la culture professionnelle des professeurs des écoles, et avec un sous-titre qui est l'école primaire vue des coulisses. Donc en fait, je vais parler très succinctement de cette recherche-là, mais je pense que ça peut être intéressant aussi parce que ça va vous donner un aperçu justement d'une recherche qualitative et de la différence entre les aspects qualitatifs et ce qu'ils peuvent apporter et à contrario des recherches quantitatives, même si je ne les critique pas et que je les utilise également dans l'analyse de mes matériaux. Donc en fait au début j'avais une question très très simple, c'était que je souhaitais en fait m'intéresser aux professeurs des écoles, mais en dehors de la classe, tout simplement. Je voulais les sortir de leur classe et essayer de voir, je reprends l'expression de tout à l'heure, ce qu'ils avaient dans le ventre et dans la tête et ce qui se passait en fait à l'école. Et donc j'ai entrepris des observations ethnographiques très libres et de manière clandestine, c'est-à-dire que j'ai profité du fait d'être enseignante moi-même pour observer mes collègues, discuter avec eux et recueillir en fait leurs émotions, leurs pensées, et leur jugement, tout ce qui se passait en fait dans la salle des maîtres essentiellement, mais également en cours de récréation, dans les couloirs et dans tous les temps qui étaient extérieurs à la classe. Vous ne savez pas. Au début, non. Mais après, bien entendu, je suis passée par une phase d'observation qui n'était plus clandestine, mais déclarée, bien entendu aussi pour respecter les aspects éthiques de ma recherche. Et puis, j'ai poursuivi en fait ces observations par des entretiens, mais qui n'étaient pas vraiment des entretiens, puisque le terme d'entretien est également... je pensais qu'il ne faut pas l'utiliser dans ce genre de démarche, mais plutôt des discussions en fait sur le mode de la conversation pour poursuivre, soit les faire réagir justement sur les observations que j'avais menées, mais également pour les interroger sur leur parcours biographique, leur trajectoire professionnelle et d'études, et tout ce qui les avait amenés en fait à devenir enseignants, pourquoi et comment en fait ça se passait pour eux, et quelles étaient leurs difficultés, leurs préoccupations. Mais j'ai volontairement en fait évacué les aspects pédagogiques. Voilà. Ce qui m'intéressait en fait, c'était de recueillir des matériaux, et au départ, je n'avais pas vraiment de questions, je ne savais pas vraiment ce que je cherchais, mais en tout cas, j'ai trouvé beaucoup de réponses. Et finalement, ma grosse
Mon gros travail de chercheur était de trouver cette question de recherche, de à quoi correspondaient tous ces matériaux. Et finalement, je me suis dit que ce que j'avais montré, c'était la normalité d'une profession, ce qui était normal de faire, de penser, de dire, d'éprouver également. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai formalisé, que j'ai donné des contours à une culture professionnelle des professeurs des écoles, mais vue des coulisses. Donc c'est une culture informelle, secrète, clandestine, voilà, qui est en tout cas moins vue de l'extérieur. Voilà. Et qui rompt aussi avec l'idée qu'on a des enseignants du primaire ici. Alors, je vais passer très très rapidement sur les résultats en fait de cette recherche, mais quand même, je pense que ça peut être intéressant pour la suite, pour les questions et également l'analyse de pratique cet après-midi. Donc, mes résultats, je peux les classer dans 2 domaines. Donc, d'abord, un domaine interne à la profession, qui est sur l'identité en fait du professeur des écoles aujourd'hui. Notamment par rapport à la question de la vocation, c'est-à-dire être prof. Quand on est prof, on a la vocation. Et finalement, quand on observe les coulisses, on se rend compte que cette vocation, elle n'est pas très évidente. Et ça rejoint également cette idée de plaisir et de bien faire son travail, etc. Et je pense qu'on pourra en reparler aussi plus tard. Mais également sur tous les aspects collectifs, du travail collectif, des relations entre collègues, de comment on travaille ensemble, avec qui on travaille, de quelle manière, sur quoi. Et sur également la communication avec l'extérieur et notamment les parents d'élèves, mais aussi par rapport à la hiérarchie, c'est-à-dire comment on se comporte par rapport à son supérieur hiérarchique, toutes ces questions en fait professionnelles. Et le deuxième grand domaine en fait, que j'ai investigué, c'est la relation avec les familles, avec les parents d'élèves. Et par rapport à cette relation-là, j'ai surtout enquêté sur 2 aspects. D'abord les aspects sociaux, c'est-à-dire la différence en fait relationnelle par rapport aux classes sociales, mais également beaucoup sur la question de l'ethnicité et des catégorisations ethniques en fait à l'école primaire. Et donc ça aussi peut-être, vous voyez, c'est des choses qui sont propres à l'école primaire, mais qu'on peut retrouver également plutôt aussi dans vos domaines. Et donc ici, j'ai voilà un peu les axes de résultats sur lesquels j'ai plutôt travaillé. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que pour préparer cette conférence aujourd'hui, j'ai été amenée à m'interroger sur cette question des émotions. Et d'abord à définir en fait l'émotion, parce que finalement, l'émotion, je savais ce que c'était, mais je ne savais pas ce que c'était. Donc j'étais un petit peu perturbée, donc j'ai eu comme ça besoin de définir cette émotion de manière très très simple, et puis de me poser la question suivante: quelle était la place en fait pour les émotions dans les pratiques professionnelles des enseignants du primaire? Et c'est vrai qu'en tant que sociologue et ethnographe, au début, je trouvais que cette question n'était pas évidente pour moi. En tout cas, j'ai eu besoin d'y réfléchir. Et puis finalement, ce que je me suis dit, c'est que pendant mes observations, pendant ma recherche en fait de thèse, eh bien, j'avais travaillé quasiment, essentiellement sur les émotions. Puisqu'en fait, quand j'ai fait des observations, ce qui était important en ethnographie, c'est les émotions des personnes que l'on observe, mais c'est également ses propres émotions. Pourquoi est-ce qu'on les ressent à ce moment-là? Pourquoi, par exemple, quand on entend telle discussion en salle des maîtres, pourquoi est-ce que ça nous met en colère? Ou alors pourquoi ça nous met en joie et qu'on est d'accord avec ce discours-là. Et c'est ces variations en fait de ses propres émotions qui permettent également à l'ethnographe, au sociologue, de faire une recherche qualitative, inductive, en analysant en fait ses propres émotions, mais également en essayant de donner du sens et de faire parler les personnes qu'on observe sur les émotions qui sont ressenties à ce moment-là. Voilà. Donc, et puis, c'est vrai que lorsque j'étais dans cette question de la culture professionnelle, et ce qui revenait très souvent, c'était la question du professionnel. Être un professionnel, avoir la vocation, savoir parler avec les parents d'élèves, savoir travailler avec ses collègues, etc. Et finalement, je me disais que cette question de l'émotion, elle permettait, et c'est aussi ce que j'avais fait avec ce travail d'ethnographie, de rompre en fait, de s'affranchir de l'aspect froid du professionnel et davantage de le considérer comme un être humain qui vit quotidiennement des situations
D'où l'intérêt justement de cette démarche d'enquête qualitative, où on est au plus près en fait du discours, de l'émotion vécue à ce moment-là, et que les réactions, finalement, quand j'interviewais après les enseignants, que ce soit dans des interviews informelles juste après ou longtemps après, eh bien, m'expliquaient que c'était parfois lié à leur propre passé, leurs propres expériences, mais également que ces interactions, en fait, ces émotions leur étaient renvoyées dans les interactions par rapport aux élèves, aux parents d'élèves et aux collègues. Voilà. Donc, ici, j'ai essayé de me poser la question de savoir ce que je pouvais articuler, en fait, par rapport à cette question des émotions et par rapport à tout ce que j'avais enquêté, en fait, à l'école primaire. Et finalement, j'ai trouvé qu'il y avait une articulation à faire entre les émotions, les cultures enfantines, que j'ai mis au pluriel, puisqu'en fait, c'est la culture familiale des enfants, mais il y a également la culture entre pairs, c'est-à-dire entre enfants. Et puis, j'ai trouvé qu'elle était en discussion, en fait, ces émotions, ces cultures enfantines étaient en discussion avec un concept qui s'appelle l'ordre scolaire, que je vais définir. Donc, en fait, les émotions à l'école, historiquement, puisque je suis aussi un peu historienne, donc les émotions, en fait, elles n'ont pas vraiment de place dans ce qu'on appelle le modèle de l'école de Jules Ferry. C'est-à-dire que l'école qui a cours jusqu'à peu près les années 60 en France, même si Jules Ferry, c'est plutôt le 19e siècle, mais c'est un modèle qui perdure en fait jusqu'aux années 60, eh bien les émotions n'ont pas vraiment de place. L'enfant est un élève et il est là pour apprendre. Et puis, en fait, à partir des années 60, ce modèle-là, en fait, diminue fortement. Il existe encore, mais il diminue fortement avec l'entrée de l'enfance à l'école. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a un changement de point de vue où l'élève n'est plus qu'un élève, mais il est également un enfant. Et bien entendu, avec cette entrée de l'enfance, entre également à l'école ces cultures, puisque l'école primaire traditionnelle de Jules Ferry était là en fait pour sortir l'enfant de sa famille, pour le socialiser à l'école, en le sortant de sa famille, en créant en fait des ruptures justement avec sa famille, sa culture familiale, alors que là, on change de paradigme, on change de pensée, on change de vision sur l'enfant. Et ça entraîne également un changement dans le modèle d'enseignant qui est là, d'un côté, donc celui dont je parlais, le professionnel, c'est-à-dire un expert des savoirs, qui a des compétences pédagogiques et qui finalement ne laisse pas beaucoup de place aux émotions. Et de l'autre côté, le modèle de l'animateur, qui est davantage un conseiller, un guide, qui doit laisser de la place à l'initiative des élèves. Et là, il y a également des enseignants de l'école publique qui s'intéressent beaucoup plus aux pédagogies nouvelles, aux pédagogies, par exemple, montessoriennes, sur lesquelles je mène également une recherche en ce moment. Et du coup, l'entrée de l'enfance à l'école, ça apporte une rupture par rapport à ce modèle de l'école de Jules Ferry, et ça apporte également une ouverture sur l'idée d'émotion à l'école. Alors, donc maintenant je vais revenir sur les définitions, donc sur l'ordre scolaire et la forme scolaire, et je vais expliquer en quoi justement l'entrée de l'enfance et des émotions des enfants rompt avec cette forme scolaire que moi j'ai décidé d'appeler l'ordre scolaire. Donc la forme scolaire traditionnelle, je vous ai mis la définition sur le PowerPoint, c'est l'organisation de l'éducation qui est caractérisée, je vous cite la définition en fait de Guy Vincent qui a vraiment formalisé ce concept-là, qui est la constitution d'un univers séparé pour l'enfance, l'importance des règles dans l'apprentissage, l'organisation rationnelle du temps, la multiplication et la répétition d'exercices n'ayant d'autre fonction que d'apprendre et d'apprendre selon les règles, ou autrement dit, ayant pour fin leur propre fin. Donc pour vous donner des exemples très concrets, c'est l'organisation d'une école en classe, c'est l'organisation d'une classe avec des rangs, des rangées d'élèves, des tables. C'est également l'organisation de la journée de classe avec des cahiers, un cahier pour les maths, un cahier pour le français, le cahier de leçons. Mais c'est également l'organisation du temps de la journée scolaire,
avec des séquences d'apprentissage, une récréation, une pause à midi, une séquence d'apprentissage, une récréation, une pause. Voilà, c'est tout ce rythme en fait de la journée scolaire, de la classe et de l'apprentissage. Et ici en fait, ce qui est important, c'est l'autorité du maître, qui est l'adulte et qui doit donc diffuser des savoirs. Alors, donc vous comprenez bien que cette question de l'émotion, elle est un petit peu mise de côté dans cette forme scolaire. À côté de cette forme scolaire, moi j'utilise davantage le concept d'ordre scolaire, qui ici reprend la forme scolaire, mais d'une manière plus atténuée, et qui dit que finalement l'ordre scolaire, c'est cette forme scolaire, cette organisation particulière de l'école, mais c'est également des valeurs qui sont par exemple l'effort, le goût de l'effort, l'écoute, l'acceptation de la dissymétrie entre l'enseignant qui a l'autorité et l'élève qui est là pour apprendre. Et donc on comprend bien ici comment il y a cette articulation et cette concurrence entre tout ce qui peut venir de l'enfant, que ce soit de sa culture familiale, mais également de tout ce qui peut venir de la culture enfantine, des jeux entre enfants, des jeux de cours de récréation, mais également les amourettes entre élèves, les jeux, la mode des enfants. Ça peut être également les livres qu'ils vont lire, les dessins animés qu'ils vont regarder à l'école, etc., qui n'ont finalement très peu de place en fait à l'école. Alors, pour vous donner un exemple, donc je vous propose en fait de partager avec vous un matériau de terrain, et j'ai volontairement choisi de vous présenter en fait le portrait d'une élève qui s'appelle Kim. Et j'ai choisi en fait quelque chose qui relève de la culture enfantine, mais sans mettre de dimension par exemple de violence, parce que c'est vrai que quand on peut aussi parler des émotions comme la colère, etc. Mais là j'ai choisi de livrer quelque chose de beaucoup plus doux, je dirais. Alors vous pouvez le lire sur le PowerPoint, mais je vais le lire aussi avec vous. Donc Kim est une fillette de CM2, c'est la nouvelle dans l'école. Et elle est en rupture en fait avec le modèle de la petite fille modèle de CM2 qui est en vogue dans cette école, qui est une petite fille sage, qui écoute, qui fait bien son travail, etc. Donc elle vient d'un milieu favorisé mais non intellectuel. Elle vit avec sa mère qui évolue dans le milieu du commerce et qui gère depuis peu un complexe dédié au bien-être. Donc là, la notion de capital culturel est importante, puisqu'en fait, c'est une famille qui a des moyens économiques qui sont importants, mais qui ne dispose pas en fait de la culture scolaire à proprement parler, en tout cas de celle des enseignantes. Kim est jolie, donc elle a un goût prononcé pour la mode, elle s'habille comme dans les magazines, avec des marques de jeunes comme la marque Caporal, et puis en fait, elle est un peu ici dans la cour de récréation comme une influenceuse de mode, puisque... et puis elle est en rupture avec les autres fillettes qui ont son âge, qui portent encore des robes à smock, qui ont des queues de cheval, puisque dans cette école, justement, la forme scolaire a été insistée pour que les filles aient les cheveux attachés tous les jours à l'école. Et puis elle vient à l'école donc avec un jean moulant, un perfecto, des Nike à la mode, et les cheveux détachés. Et puis elle porte un tout petit peu de maquillage, en tout cas du baume à lèvres. Du baume à lèvres. Elle a 10 ans. Voilà. Et 9 ans, début d'année, elle a ses 10 ans en CM2. Donc du coup, elle introduit ici une culture de masse, une culture de féminité qui est vue d'un œil méfiant à l'école. Donc ici, par rapport à cette question des émotions, bien sûr, on voit comment cet enfant se saisit de toutes les opportunités que ses parents lui permettent, où elle a le droit de se maquiller, etc., elle a le droit de sortir. Il faut aussi également préciser que Kim a une grande sœur qui est adolescente, et elle est aussi où elle recopie un petit peu ce que sa sœur fait, etc. Et donc, maintenant, je vais poursuivre un petit peu des choses qui ne sont pas. Scolairement, c'est une élève qui est moyenne. Elle n'est pas du tout motivée par le côté laborieux de l'école, et en fait, elle est en rupture totale avec l'élève idéal attendu des enseignantes. C'est-à-dire qu'elle n'est pas active, elle est passive. Elle aime beaucoup jouer à la fille bête. Elle le dit elle-même, elle fait semblant de ne pas savoir, de ne pas comprendre. Elle est très passive, et puis elle n'a pas le goût de l'effort. Elle ne veut pas travailler, et puis elle a ce style vestimentaire, ce charisme, je dirais même, qui fait qu'elle influence tous les autres enfants de la cour, et puis tous les garçons sont amoureux d'elle.
Et là, c'est un gros problème dans la cour de récréation, puisque les enseignants disent c'est pas normal, c'est pas possible, tous les garçons sont amoureux, ils ne font plus leurs devoirs, ils ne veulent plus travailler à l'école, ils veulent plaire à Kim, etc. Et puis, elle entraîne aussi les autres filles, puisqu'après, d'autres filles se lâchent les cheveux. D'autres filles commencent à mettre des jeans moulants, on voit qu'il y a d'autres Nike qui arrivent dans la cour de récréation, etc. Et donc du coup, ici, elle se saisit de quelque chose qui est important en sociologie, qui s'appelle agency. C'est, en anglais, donc, c'est qu'elle devient un acteur social, et en fait, elle est produit d'une culture, une culture enfantine, mais elle produit elle-même de la culture enfantine dans la cour de récréation. Et ici, en fait, elle déstabilise complètement cet ordre scolaire, et les enseignantes ne savent plus quoi faire. Et le paroxysme en fait de la crise arrive au printemps, quand l'année dernière il faisait beaucoup plus chaud, quand j'ai fait une dernière il faisait beaucoup plus chaud au printemps, Kim commence à porter un short. Donc là, c'est vraiment la crise. Et je vais vous lire en fait un extrait d'entretien avec une enseignante qui résume un peu tout ce qui se dit dans la salle des maîtres pour dire il faut qu'on trouve un plan d'action. Donc une enseignante qui a 34 ans, qui est enseignante en maternelle dans l'école, dit « Je la trouve déjà trop ado, trop dans les apparences, trop dans les marques. Enfin, moi, j'aurais pas envie de ça pour mes enfants, de les voir à 10 ans avec des shorts à ras les fesses, déjà maquillés. Je trouve que du coup, ça te ramène un peu à la femme objet, à la fille objet, et ça me dérange. » Donc là, on voit également une autre lecture, c'est que cette culture enfantine, elle déstabilise cet ordre scolaire, puisque les enfants commencent à davantage suivre Kim, son influence, plutôt que de suivre l'enseignante. C'est-à-dire qu'il y a des filles qui commencent à dire « Ah non, je vais me lâcher les cheveux, pourquoi on n'aurait pas le droit ?» Il y a aussi des parents qui commencent à demander des autorisations pour pouvoir se lâcher les cheveux dans la cour, etc. Et donc, finalement, cet élève, cet enfant, elle relève quelque chose qui est très important. Ce sont toutes les relations qui se passent entre enfants et qui échappent finalement au contrôle des adultes ici. Alors, maintenant, on va se mettre de l'autre côté et je vais vous laisser lire en fait, et je vais lire avec vous également, des extraits d'entretien avec Alexandra, donc l'enseignante de Kim. Donc, elle a 37 ans au moment de l'observation, elle a 15 ans d'ancienneté, et il faut savoir que, bon, ça ne veut pas trop dire quelque chose, mais en tout cas, elle est vue comme une très bonne enseignante, elle accueille des stagiaires dans sa classe, l'inspectrice, son supérieur hiérarchique souhaiterait qu'elle devienne formatrice, etc. Donc, c'est une enseignante expérimentée et plutôt une bonne enseignante. Donc, j'ai mis des petits, comme ça, extraits. En salle des maîtres. Donc elle dit « Kim est arrivée avec des fausses lunettes de vue, des lunettes décoratives. Je suis sûre qu'elle est persuadée qu'elle va être plus intelligente avec des lunettes. Qu'elle est bête, et puis ça m'énerve, les autres élèves, mais vous verrez, ils sont tous en train de baver devant elle. Je les comprends pas les autres, comment tu peux être en admiration devant quelqu'un de si bête ? Elle arrive, elle les influence alors qu'elle n'a rien à part des trucs superficiels. J'ai envie de les secouer, et de leur dire, mais vous voyez pas qu'elle est conne, moi je trouve qu'on n'avait pas ça avant elle, ici les gamines, elles sont plus gamines. » Donc comme je vous l'ai décrit tout à l'heure. Et puis, tout à l'heure, j'ai prévenu Kim que c'est son futur beau-père qui allait venir la chercher, et j'ai trouvé ça pas sain, car sa réaction a été de se recoiffer. Je trouve cela malsain, de vouloir plaire toujours, même à son beau-père. Donc ici, on voit également l'émotion à travers ces 3 extraits de l'enseignante, qui finalement est dépassée par rapport à ce qu'elle attend en fait de l'élève idéal, de comment doit être cet élève. Et puis on peut lire différentes choses ici, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une réaction par rapport à ça, mais également une réaction par rapport à une forme de féminité qu'un ethnographe en fait qui s'appelle Peter Woods avait également mis en évidence, où il montrait en fait que les enseignantes, surtout les femmes, avaient en tête une espèce d'image de la fille, de la femme, d'une manière d'être, et que finalement, toutes les élèves qui sortaient un petit peu de ce moule-là, eh bien, étaient tout de suite marginalisées, ou en tout cas critiquées. Donc là, on peut voir qu'il y a un paradoxe assez fort, puisque l'école primaire, c'est l'école
de l'enfant. C'est l'école où l'enfant, en fait, doit être roi, il a toute sa place, tout tourne autour des enfants. Et c'est vrai que dans les entretiens que j'ai eus avec les enseignants, ils me disent tous leur plaisir de travailler avec des enfants, d'être avec des enfants. Les enfants sont fabuleux, ils nous apprennent des choses, etc. etc. Et puis finalement, quand cet enfant n'est plus comme on aimerait qu'il soit, eh bien ça crée des émotions, de la colère ici, de l'incompréhension. Et puis pour finir un petit peu, alors je ne sais plus au niveau du temps si je suis encore dans les temps, encore 5 minutes. Alors à un moment donné, elle est complètement très très en colère et donc il y a un plan d'action qui est mis en place dans la classe des maîtres avec la directrice, tous les enseignants, pour convoquer la mère de Kim, pour dire que ça ne peut plus aller parce qu'elle déstabilise les garçons. C'était surtout par rapport à ça, et qu'il faut qu'elle s'attache les cheveux. Et finalement, la mère de Kim vient à l'école, et puis elle aussi ne s'attache pas les cheveux, donc je vous laisse imaginer le genre de femme, donc elle est très sophistiquée, très maquillée, etc. Et finalement, finalement, elle est quand même à l'écoute, c'est-à-dire qu'elle comprend l'équipe enseignante, elle dit oui d'accord, je vais parler avec ma fille, etc. Et après, Alexandra, donc l'enseignante, vient me voir et elle me dit « je ne sais plus quoi faire, quoi. Qu'est-ce que tu me conseilles ?» Puisque c'est vrai que quand on est ethnographe et qu'on fait des observations dans les écoles, finalement, après, tout le monde vient nous demander notre avis. Et donc, du coup, je lui ai dit « tu n'as rien à faire, il faut que tu acceptes. Et tu attends qu'elle parte au collège si ça te dérange trop. Parce qu'il n'y a rien à faire, c'est comme ça. C'est la culture enfantine et il faut l'accepter. » Et elle me dit une phrase qui est assez percutante, je trouve. Elle me dit « en soi, ça ne me dérange pas, mais ça me dérange dans cette école. Dans mon école, ça me dérange. » Donc vous voyez aussi cet aspect des choses, du territoire en fait scolaire, et qui renvoie toujours à cette forme scolaire ici. Donc pour conclure, donc j'ai déjà commencé à conclure par rapport à cette situation vue du point de vue de l'enfant, vue du point de vue de l'élève et toutes les émotions en fait que ça suscite et que finalement la salle des maîtres devient le lieu où s'exprime cette émotion. Eh bien, ça m'a amené en fait à interroger la professionnalité enseignante de l'école primaire. Et puis c'est vrai que cette idée de professionnalité, de professionnels qui aiment les enfants, qui travaillent avec les enfants. Et finalement, on voit que quand l'enseignant doit gérer des émotions, et bien finalement, c'est pas si simple. C'est pas si simple de faire ce lien-là. Et peut-être que justement, de discuter, de développer donc, des compétences émotionnelles dans ce rapport éducatif peut être positif, puisque finalement, cet élève, c'est une élève dont il faut s'occuper, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'elle ne souhaite pas travailler qu'il ne faut pas qu'elle apprenne et que voilà. Donc il y avait cette discussion-là également que j'aimerais ici vous soumettre. C'est la question de développer donc ces compétences émotionnelles des enseignants que j'ai trouvé en fait dans une lecture d'un auteur qui s'appelle La Franchise, mais que je vais mettre en bibliographie, donc vous l'aurez si vous souhaitez la noter, qui dit que la compétence émotionnelle, finalement, ça permet également de trouver des solutions dans les situations, de mieux y répondre, et que la réflexion et la prise en compte des émotions, dans l'analyse en fait, des situations éducatives, eh bien, elle permet de trouver des meilleures réponses, et aussi de ne pas être, par exemple, par rapport à cet élève ou ses parents, de dire, voilà, c'est pas bien, il ne faut pas être comme ça, mais de trouver la manière de répondre de manière adéquate. Et donc, par conséquent, cette professionnalité enseignante, peut-être, pourrait se développer grâce à une réflexion sur les émotions et ne pas être uniquement pensée sur l'aspect cognitif, des connaissances, des savoirs, de l'ordre. Voilà. Donc, par rapport Donc, je vous remercie pour votre attention. Et je n'ai pas mis la bibliographie, c'est un oubli. Mais si ça vous intéresse, je peux vous la donner rapidement à l'oral. Donc c'est un ouvrage qui s'appelle « En éducation, quand les émotions s'en mêlent » et qui est paru en fait aux presses universitaires de l'Université du Québec. Et c'est dirigé par Farand, P-H-A-R-A-N-D, et Doucet, D-O-U-C-E-T. Ah, sans mêle, ça s'écrit S''E''N, mêle. Voilà, sans mêler. Voilà. C'est un jeu de mots, effectivement.
Voilà, donc je vous remercie.